Comment on fait pour donner un sens à une année entière sur les marchés financiers? Par où on commence, en fait, pour comprendre les grandes vagues, au-delà du bruit de tous les jours? Aujourd'hui, on a mis la main sur un document vraiment fascinant qui propose une réponse. C'est le bilan éditorial 2025 d'un site d'analyse qui s'appelle europix.fr. C'est une démarche assez courageuse, je trouve, surtout pour un site qui a, même pas un an d'existence. Publier un bilan comme ça, c'est accepter d'être jugé. Ils ne se contentent pas de lister des chiffres, ils reviennent sur leur propre travail et ils le font publiquement. Exactement. Le document est daté du 27 décembre 2025 et il couvre leurs 7 premiers mois. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de jouer au détective. On a ce nouvel acteur, Europix, qui arrive avec des thèses très fortes. Alors, visionnaire ou juste des chanceux, on va regarder pièce par pièce pour voir ce qui les distingue vraiment. C'est une excellente manière de voir les choses, oui. On va essayer de rentrer dans leur grille de lecture, de décortiquer leurs méthodes, les grandes idées qu'ils ont défendues en 2025. Et bien sûr, on va regarder le bilan de leurs anticipations. Qu'est-ce qui a fonctionné et où est-ce que ça a coincé? C'est une occasion unique de comprendre un modèle mental très spécifique pour aborder l'économie. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Ce qui frappe tout de suite chez Europix, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'actu chaude, le commentaire à la minute. Pas du tout. Leur signature, c'est l'analyse cyclique de très long terme. Ça sonne un peu académique, hein, mais en creusant, c'est assez radical. En gros, ça veut dire qu'ils dézooment complètement. Voilà. Au lieu de regarder le graphique du jour ou de la semaine, ils prennent des décennies de recul. L'objectif, c'est de tenter d'identifier les grandes vagues de fond, celles qui façonnent les marchés sur le très long terme et que le bruit quotidien nous empêche de voir. Et quand on dit long terme, c'est pas juste un mot en l'air. Dans leurs sources, ils donnent des exemples assez dingues. 54 ans de données pour l'or et le pétrole, 63 ans pour comparer le CAC 40 au Dow Jones, 124 ans de données pour analyser le ratio entre le Dow Jones et l'or. 124 ans. On parle de l'époque d'avant la Première Guerre mondiale. Mais à quoi ça sert de regarder si loin en arrière? C'est la question clé. Leur postulat, c'est que les grands cycles de confiance ou de défiance dans les systèmes monétaires ou les modèles économiques, ça dure plusieurs décennies. Donc pour comprendre la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en 2025, il faut avoir une vue d'ensemble de tout le cycle d'avant. C'est en regardant ce qui s'est passé en 1929 ou dans les années 70 ou en 2000 qu'ils pensent pouvoir contextualiser ce qui se passe maintenant. C'est une approche presque historique de la finance en fait. C'est un peu comme regarder la forêt en entier plutôt que chaque arbre individuellement. Et en seulement 7 mois, ils ont appliqué cette méthode à un éventail d'actifs assez impressionnant. Ah oui, c'est assez prolifique. On parle de 23 articles de fond. Ils ont couvert des indices mondiaux, la Chine, le Japon, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, mais aussi tout le spectre des matières premières, l'or, le pétrole, l'argent, le cuivre, les devises aussi, avec l'euro-dollar, le bitcoin évidemment, et même quelques actions spécifiques comme Nvidia. Et à côté de ça, ils ont lancé une chaîne YouTube pour des formats plus courts, des podcasts, des synthèses. D'accord, la méthode est claire. Mais au-delà des analyses une par une, le document met en avant 3 grandes idées, 3 fils rouges qui traversent tout leur travail. La première, c'est leur grande thèse. C'est presque une obsession chez eux. La dédollarisation. C'est ça. C'est la colonne vertébrale de toute leur vision du monde. Pour eux, tout part de là. Ils identifient même une date de naissance pour ce phénomène, septembre 2018. Ils qualifient ce moment de rupture structurelle. C'est l'instant où, selon eux, le système monétaire mondial a commencé à basculer de manière irréversible. Attends, dédollarisation, c'est pas un mot nouveau, on en entend parler depuis des années, non? Qu'est-ce qui, d'après eux, rend leur analyse différente ou plus pertinente aujourd'hui? C'est quoi la preuve? Pour eux, les preuves se sont accumulées depuis 2018. Ils citent 2 phénomènes majeurs. Premièrement, l'accélération spectaculaire des achats d'or par les banques centrales non occidentales. La Chine, la Russie, l'Inde. Ce n'est plus anecdotique, c'est une tendance de fond. Et deuxièmement, ce qu'ils appellent la militarisation des réserves de change, avec le gel des avoirs russes en 2022. Pour eux, cet acte a envoyé un signal très clair au reste du monde. Détenir des dollars, c'est aussi s'exposer à la politique étrangère américaine. Et cette thèse, du coup, elle relie logiquement leurs analyses sur l'or, sur le pétrole, sur le système monétaire global. Je vois. Et logiquement, si on croit à une perte d'influence du dollar,
on est bien obligé de regarder ailleurs. Ce qui nous amène tout droit à leur deuxième fil rouge, leur ouverture internationale. Exactement, les deux sont liés. Et c'est un de leurs points les plus différenciants. Il souligne avoir consacré 5 analyses très approfondies à des marchés qui sont souvent un peu délaissés par la presse francophone. L'Inde, la Chine, le Japon, le Brésil et l'Argentine. C'est une démarche consciente, je pense, pour sortir de l'axe Paris-New York qui domine 90% des commentaires financiers. Ils partent du principe que si le monde change, les opportunités, elles aussi, changent de place. Et le troisième thème est plus surprenant. Au milieu de ces grandes théories géopolitiques, on trouve un axe très concret, très pédagogique, avec un message très direct pour les jeunes investisseurs. En effet, c'est une série d'articles qu'ils ont appelés les placements programmés. Elle s'adresse spécifiquement aux jeunes adultes, disons les 18-35 ans, qui veulent commencer à investir avec des petites sommes de manière régulière. C'est un message qu'on entend rarement finalement. On parle souvent de faire un coup en bourse, de comment devenir riche vite, mais très peu de cette approche du petit ruisseau qui fait une grande rivière. C'est presque contre-intuitif dans ce milieu. C'est exactement ça. Et pour convaincre, ils n'utilisent pas des anecdotes, mais des stats. Ils insistent beaucoup sur la rigueur de leur démonstration en analysant des centaines de périodes d'investissement pour prouver que la méthode marche dans le temps. Leur message est simple, commencez tôt, même modestement. Ils montrent, chiffres à l'appui, que sur 20 ou 30 ans, la régularité des versements, même 100 € par mois, est bien plus puissante que le montant de départ ou que la recherche du timing parfait. Leurs 3 piliers, c'est la régularité, le temps long pour absorber les crises, et la simplicité via des supports diversifiés comme les ETF. D'accord. La philosophie est fascinante, très macro d'un côté et très pragmatique de l'autre. Mais bon, en finance, les belles idées, ça ne paye pas les factures. La question qui tue, c'est est-ce que ça a marché en 2025 ? Est-ce que leurs grandes théories ont résisté à l'épreuve du réel ? C'est le moment de vérité, et leur bilan est plutôt éloquent, surtout sur leurs grandes thèses macro. Commençons par les métaux précieux. C'est le cœur de leur thèse sur la dédollarisation. Leur vision haussière sur l'or a été clairement validée. L'once a touché 4 562 $ le 26 décembre. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils maintiennent un scénario vers 10 000 $ pour 2026. Pardon, 10 000 $? C'est plus du double du cours actuel. Ça paraît énorme. Sur quoi ils se basent pour une prévision aussi explosive ? Principalement sur la continuation de leur scénario central. Ils estiment que la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires va s'accélérer et que les banques centrales vont continuer leurs achats massifs. Ça créerait un choc sur la demande face à une offre qui est, elle, limitée. C'est une prévision très audacieuse, c'est sûr. Et dans le sillage de l'or, leurs analyses sur l'argent et le cuivre se sont aussi révélées positives. D'accord, pour les métaux. Et le pétrole ? C'est souvent l'actif le plus imprévisible. Alors là, c'est un de leurs succès les plus intéressants parce qu'il allait vraiment à contre-courant. Malgré un contexte géopolitique très tendu, ils avaient anticipé une tendance de fond baissière. Et les faits leur ont donné raison. Le baril de Brent a fini l'année à 60,45 $. Leur analyse, c'était que le pétrole perdait progressivement son statut d'arme économique et que ses fondamentaux énergétiques, qui étaient moins tendus, reprenaient le dessus. Intéressant. Et du côté de leurs paris internationaux, est-ce que ça a payé ? Oui, avec un cas d'école, l'Argentine. Ils ont analysé la bourse de Buenos Aires, le Merval, non pas comme un marché émergent classique, mais comme une sorte de valeur refuge pour les Argentins eux-mêmes face à l'hyperinflation. Ils anticipaient une stabilisation progressive avec le nouveau gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé. L'inflation est tombée de plus de 200% en 2023 à 31,4% en novembre 2025. C'est une normalisation spectaculaire que le marché a bien sûr saluée. Donc on a l'or, le pétrole, l'Argentine. Et il y a aussi le Bitcoin, le sujet qui rend tout le monde fou. J'ai l'impression que 99% des prédictions sur le Bitcoin se trompent. Alors, comment ils en sont sortis ? Ils s'en sont remarquablement bien sortis. Leur analyse du mois d'août, qui était basée sur leur modèle de cycle, évoquait l'approche imminente d'un sommet de cycle. Ce sommet, il a été atteint le 6 octobre 2025 à 126,183 $, et la forte correction qui a suivi, de l'ordre de moins 31%, valide totalement leur scénario d'entrée dans une phase de consolidation. C'est une anticipation d'une précision assez rare sur cet actif, il faut le dire. Une liste de succès assez impressionnante, il faut le reconnaître. Mais le vrai test de crédibilité, c'est la transparence sur les erreurs. Ils en parlent ? Oui, et c'est ce qui rend le document crédible. Ils identifient 2 points où leurs anticipations ne se sont pas réalisées en 2025.
Le premier, c'est le CAC 40. Il s'attendait à un franchissement durable des 8300 points, mais l'indice est resté bloqué dans une sorte de purgatoire, oscillant dans une large zone d'indécision, sans jamais trouver de direction claire. D'accord, pour le CAC 40, c'est un marché qu'on connaît bien. Mais qu'est-ce qui les a surpris d'autres? L'autre point, c'est la Chine. Ils attendaient une cassure technique haussière de l'indice CAC 300, une sorte de signal de sortie de crise. Et ce signal, il n'est pas venu en 2025. Le marché est resté plombé. Ah, c'est intéressant, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'une possible relance là-bas. Donc, ils se sont trompés sur le timing, c'est ça? C'est comme ça qu'ils le présentent, oui. Ils nuancent en rappelant que leur scénario principal tablait sur une cassure probable en 2026. Donc pour eux, ce n'est pas un échec de la thèse de fond, mais une attente non réalisée pour cette année. L'analyse reste en suspens en quelque sorte. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? Est-ce que ces ratés les poussent à changer leur modèle? Pas vraiment. Au contraire, ils en tirent 4 leçons qui semblent renforcer leur approche. Premièrement, que les cycles longs sont de bons guides, mais que le timing précis d'un retournement reste le grand défi. Deuxièmement, que la géopolitique peut altérer le rythme des cycles, les freiner ou les accélérer. Troisièmement, qu'il est plus sage de parler en scénario probabiliste qu'en prédiction ferme. Et enfin, la leçon la plus importante pour eux, leurs thèses sur les actifs refuges liés à la dédollarisation, comme l'or, se sont avérées beaucoup plus fiables que celles sur les indices actions. Pour eux, c'est une confirmation que leur boussole principale est la bonne. C'est une synthèse lucide. Et donc, pour l'avenir, sur quoi ils vont se concentrer en 2026? J'imagine qu'ils vont doubler la mise sur leur thème favori. Exactement. Ils vont surveiller de très près les cycles qu'ils ont identifiés, l'accélération potentielle de l'or vers leur fameux objectif de 10 000 $, une année qu'ils anticipent comme une phase de consolidation pour le Bitcoin, et bien sûr, ils attendent toujours le réveil du marché chinois. Structurellement, ils réaffirment que leur marché favori à long terme reste l'Inde et le Brésil. Et pour le site lui-même, au-delà des marchés, Ils prévoient de continuer sur leur lancée, de développer leur chaîne YouTube, mais surtout d'enrichir leur série pédagogique. Ils parlent de proposer des stratégies simples de gestion active non chronophage. L'idée, c'est de montrer comment on peut optimiser ces versements réguliers sans que ça ne devienne un deuxième métier. On retrouve toujours cette volonté de rendre l'investissement à long terme accessible aux jeunes actifs qui n'ont pas forcément des heures à y consacrer chaque semaine. au final, si on prend un peu de recul sur cette exploration du travail d'Europix, qu'est-ce qu'il faut en retenir, Evelyne? Je crois que l'élément central, c'est l'importance d'avoir une grille de lecture cohérente, une boussole et pas une girouette, quoi. Leur thèse de la dédollarisation et leur focus sur les cycles longs, ça leur fournit un cadre, un squelette pour interpréter des marchés aussi différents que l'or, le bitcoin ou la bourse argentine. Tout se tient. Et leur transparence sur les succès comme sur les ratés, c'est un vrai gage de sérieux. C'est une approche qui privilégie la compréhension des forces de fond plutôt que la réaction épidermique à l'actualité du jour. Ce qui est sans doute le plus difficile, mais aussi le plus précieux, dans un monde saturé d'informations. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer qui est soulevée par leur analyse le plus ambitieuse, celle qui couvre 124 ans. L'article mentionne que leur analyse la plus fondamentale porte sur le ratio Dow Jones-Or, qu'ils nomment le baromètre de la confiance monétaire. C'est un indicateur très simple. Combien d'onces d'or faut-il pour acheter l'indice Dow Jones? Ce ratio a connu des extrêmes. Il est tombé à 1 en 1980, au sommet de la crise inflationniste, et il a atteint un pic historique de près de 44 en 1999, au sommet de la bulle Internet et de la confiance absolue dans le dollar. Aujourd'hui, il se situe autour de 10,7. La question qu'il pose, et qui reste en suspens, est la suivante. Si ce ratio est bien le thermomètre de la confiance dans notre système financier, que nous dit sa baisse quasi continue depuis le début du XXIe siècle sur l'époque dans laquelle nous vivons?